très heureux de vous retrouver pour cette seconde partie consacrée à être une femme autiste. Nous recevons pour cela une chercheuse qui vient de publier un livre de référence sur le sujet, l'autisme au féminin. Il s'agit d'Adeline Lacroix, actuellement post-doctorante au laboratoire LPNC de psychologie et neurocognition de Grenoble. Nous serons aussi en studio avec Véronique Baraton. Véronique Baraton est père aidante dans l'unité TS2A, spécialisée dans la réhabilitation psychosociale des personnes autistes adultes. Nous serons aussi avec Amandine Roche, père aidante en formation. Dispositif particulier aujourd'hui, je suis accompagné pour cet épisode par Audrey Besse, la reine des caméléons. Audrey, vous la connaissez. Vous connaissez en tout cas sa voix, il s'agit de l'Audrey du podcast, la maman de Clara. Audrey est elle aussi, comme vous le savez, une personne autiste, mais pas que. Audrey est violoniste à l'Orchestre National de Lyon. Nous sommes tous les deux présents dans le studio de la belle équipe Zest qui lutte contre la stigmatisation en santé mentale. Nous interrogerons Adeline Lacroix, Véronique Baraton et Amandine Roche pour essayer d'y voir plus clair sur cette question. Bienvenue, je m'appelle Pascal Bélan-Capenel. Et je m'appelle Audrey Besse. Et vous écoutez un épisode de Troubles dans le spectre. Alors mettez vos oreilles sur orbite, bonne écoute, c'est parti. On retrouve Véronique Baraton pour la seconde et dernière partie de cet épisode consacré à être une femme autiste. Pour rappel, Véronique Baraton parlait de la fatigue chez les personnes autistes. C'est vrai qu'en psychoéducation, des fois, j'incite les personnes à leur dire, voilà, est-ce que je suis bleu, rouge, jaune, parce qu'il y a des personnes à qui les couleurs vont correspondre. Comme par exemple, souvent, je parle de l'exemple des Sims, où les Sims ont un losange au-dessus de la tête. Donc le jeu vidéo, pour ceux qui connaissent, mais voilà, le losange est tout vert et rempli quand le personnage est bien, puis ça se vide, puis le losange devient rouge. On sait que quand un Sims a un losange rouge, il ne faut pas l'embêter, il ne faut pas l'approcher, sinon il va péter un câble. Donc, voilà, si nous, autistes, on avait notre petit losange qui clignote au-dessus de la tête, ça pourrait être des aides. Mais en fait, c'est ça, et c'est apprendre aux personnes à donner des clés aux autres qui soient beaucoup plus parlantes que le mot fatigue. Alors, on va utiliser des fois la théorie des cuillères qui peut aider. J'ai plus du tout de cuillère, il me reste un quart de manche de cuillère. Voilà, dire je suis d'une certaine couleur ou avoir des mots, des fois de détresse. Je ne sais pas si la personne, quand elle dit pingouin, elle va complètement exploser, ça peut être ça. Mais vraiment, cette remarque, elle est hyper importante. Trouver des mots, des idées pour faire comprendre. Et encore, c'est compliqué de faire comprendre à quel point on peut être mal. Parce que des fois, c'est indescriptible. Il faudrait montrer un film de ce qui se passe dans notre tête, en fait, pour que les personnes en face comprennent. Mais aller au-delà des mots classiques. Parce qu'effectivement, tout le monde est fatigué. Amandine Roche, vous avez une réflexion sur ce sujet ? Moi, je dis souvent que je peux jusqu'à ce que je ne puisse plus. C'est le côté on-off. C'est-à-dire qu'on tient parce qu'on a quand même cette connaissance de soi qui fait que quand on ne pourra plus, on va tout lâcher. On va aller vers un meltdown, un shutdown, et on va essayer de tenir pour pousser, ce qui fait qu'en fait, on rend invisible tous les petits signes dont parlait Véronique. Et concernant la notion de fatigue, c'est vrai que ce mot de fatigue, quand un autiste utilise le mot fatigue, il l'utilise au sens littéral du terme, comme on le trouverait dans un dictionnaire, une définition, c'est une définition propre, la fatigue. Et en fait, c'est très galvaudé dans l'utilisation de ce mot auprès des personnes neurotypiques, non autistes. Ce qui fait qu'il y a un gros biais, parce qu'en fait, quand un autiste va dire « je suis fatigué », il va exprimer littéralement qu'il ressent ce qu'est la définition du mot fatigue, qui va ressembler plutôt à ce qu'on appellerait en clinique l'asthénie, en fait, un vrai signe clinique avec des vraies conséquences, des vraies répercussions. Et en fait, du coup, il y a une mécompréhension du fait de l'usage de ce mot, quoi. Et je pense que c'est dévastateur pour les personnes autistes, parce que quand elles arrivent enfin à signifier et à exprimer un besoin, il ne peut pas être entendu parce que le mot est trop galvaudé et complètement banalisé. Ce qui va renvoyer beaucoup de culpabilité, parce qu'en effet, on va nous répondre « bah oui, mais tout le monde est fatigué, quoi ». Sauf que nous, on ne parle pas de ce type de fatigue-là. On parle vraiment d'épuisement, on parle vraiment d'asthénie au sens clinique du terme, quoi, qui a des vraies répercussions physiques, somatiques, cognitives. Et c'est vraiment dévastateur, quoi.
C'est à la fois passionnant et dramatique. Et si je peux faire un lien sur ce que disait Amandine, tu le dis très bien. Quand on parle des femmes autistes, on sait que les femmes ont une charge mentale qui est différente. Alors, c'est aussi quelque chose qui fait débat, mais c'est quand même quelque chose qui est réel. Et du coup, cette charge mentale, qui est déjà très grande pour n'importe quelle femme, va être augmentée quand on est autiste. Et moi, il y a des femmes, des mamans qui viennent me voir et qui me disent « Mais je comprends pas, j'ai pas le droit d'être fatiguée déjà parce qu'il faut que je m'occupe des enfants, il faut que je m'occupe de la maison. Tout le monde est fatigué à la maison, donc si moi aussi j'en peux plus, comment on fait ?» Et aussi qui me disent, mais des fois, je me suis juste levée, j'ai mis les enfants à l'école, je les ai pas vus de la journée et j'ai dormi, mais je suis épuisée et j'ai envie de mourir, j'en peux plus. J'ai pas le droit d'être fatiguée parce qu'en plus je me suis reposée. Et autour de moi, on va me dire, attends, t'es fatiguée, c'est bon, t'as été chercher 2 bananes, t'as passé un coup de balai et t'as été chercher les enfants. Moi, toute la journée, j'étais à faire ça, à faire ci, à faire ça. Et la légitimité de se sentir épuisée alors que concrètement, on a, entre guillemets, pas fait grand-chose, et ben là, il faut énormément réapprendre ça. Parce que ça va être, si déjà on a accumulé, on a complètement vidé sa jauge d'énergie. Mais si ce jour-là, il y a eu les gens qui sont venus tondre la pelouse dans la résidence, on va perdre de l'énergie. Si ce jour-là, la météo, elle fait qu'on a hyper mal aux genoux parce qu'on a des problèmes somatiques en plus. Si on a mal dormi... Ou qu'il a fallu passer un coup de fil à la dentiste pour prendre rendez-vous pour les enfants. Voilà, ou pire, faire un dossier MDPH. Voilà, la personne, elle n'est pas juste restée chez elle, elle n'a pas juste été acheter 2 bananes, mais elle a dû faire des choses qui sont extrêmement coûteuses et qu'on ne voit pas, en fait. Et quand bien même elle aurait fait que ça, parfois, c'est déjà trop, quoi. Nous savons par ailleurs qu'une des particularités de l'autisme, c'est la présence d'intérêts qu'on dit spécifiques, très fortement investis par les personnes. En quoi les intérêts spécifiques des filles ou des petites filles sont moins dérangeants que ceux des garçons? Et quelle est la conséquence au niveau diagnostic, Adeline Lacroix? Eh bien, disons que souvent, finalement, on a observé que les intérêts des enfants autistes étaient correspondaient un peu aux intérêts qu'on pouvait retrouver chez les enfants du même genre. Et effectivement, les petites filles autistes vont pouvoir être intéressées parfois par les poupées, par les animaux, par la littérature, l'art, comme j'en parlais précédemment. Mais par exemple, pour les poupées, souvent, l'intérêt va exister, mais il va être différent de l'intérêt d'une petite fille non autiste, où la petite fille autiste va jouer toute la journée avec ses poupées. Peut-être qu'elle va jouer de manière donc sans pouvoir s'arrêter. Peut-être qu'elle va jouer de manière très stéréotypée, en répétant des scènes et sans inventivité. Ou peut-être qu'elle va jouer en fait en brossant sa poupée toute la journée parce qu'elle a un intérêt sensoriel pour les cheveux. Et c'est plus en observant dans la finesse le comportement de jeu qu'on va pouvoir déceler la différence avec les enfants qui sont pas autistes. Oui, c'est ça, et ça se voit pas dans un entretien chez un médecin en 10 minutes. Voilà, c'est ça. Exactement. Même en observant, si la petite fille, elle va prendre la poupée, je sais pas, dans la salle de jeu, il dira, c'est une petite fille classique, elle joue à la poupée, elle a des jeux de faire semblant, ou voilà. Mais effectivement, alors qu'il y a des filles vraiment autistes très typiques qui jouent beaucoup à la poupée. Retrouvons le témoignage d'Audrey pour aborder l'un des mécanismes de l'invisibilité des femmes autistes dès l'enfance. Je pense que chez une fille, il y a moins de comportements dérangeants aussi, de l'ordre de colère très forte, de violence. Il me semble que les garçons sont repérés facilement à l'école, les garçons autistes, parce qu'ils dérangent davantage, alors qu'une fille autiste, on va trouver qu'elle est timide, elle va être dans son coin dans la cour, elle va pas trop avoir d'amis, mais ça peut passer beaucoup plus inaperçu du coup. Enfin, nous, c'est ce qu'on a vécu, en tout cas, avec Clara. Je pense qu'il y a un amalgame avec la timidité chez les femmes qui est très nuisible. Pour moi, en particulier, je pense aussi que... Je me souviens d'avoir lu des articles sur le camouflage dans l'autisme au féminin. Et ma psychologue, après mon diagnostic, qui a dit que j'étais la reine des caméléons. Et effectivement, je pense qu'en tant que femme, on a des capacités de suradaptation, de camouflage, d'identification aux autres qui sont un atout dans la vie, parce que ça nous permet quand même de... Moi, j'ai vécu une vie normale, entre guillemets, jusqu'à 40 ans. Voilà, je m'en suis sortie. Mais ce qui est
un frein au diagnostic important, je pense. On va très vite reparler du mode caméléon et de son coût. Mais avant, on interroge Adeline Lacroix sur la façon dont les personnes autistes vivent avec leurs émotions. Adeline Lacroix, on s'intéresse maintenant à la régulation émotionnelle. Est-ce que vos recherches montrent une régulation émotionnelle différenciée et quelles peuvent en être les conséquences sur les comportements des enfants ? Alors, c'est pas mes recherches directement, mais il y a des recherches qui effectivement montrent que il y a des difficultés de régulation émotionnelle chez les enfants autistes qui, contrairement à chez les enfants non autistes, souvent ça s'apaise avec l'âge, vers l'adolescence, etc. Et chez les enfants autistes, c'est plutôt l'inverse. Ça va plutôt augmenter, je pense aussi parce que il y a plus de défis qui sont là, donc plus de difficultés à gérer ces défis, donc avec une conséquence sur les émotions et donc, effectivement, chez les filles, on observe plus de difficultés de régulation, en fait, des émotions qui, d'ailleurs, souvent se manifestent pas forcément beaucoup dans le cadre social, mais ce qu'on peut observer parfois, c'est une petite fille qui à l'école va très bien et ne pose pas de soucis, puis à la maison ça explose parce qu'elle aura compensé toute la journée. Et puis si les parents éventuellement en parlent à l'école, on dit est-ce que ça a été les professeurs, les enseignants peuvent dire non mais ça va très bien, et puis voire même dire derrière ouais bon je sais pas ce qu'ils font les parents à la maison pour que ça se passe toujours mal, mais il y a un problème avec les parents. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est qu'effectivement, là, il y a un décalage au niveau de l'émotion et il y a la petite fille qui prend sur elle beaucoup toute la journée, qui explose chez elle et les parents sont un petit peu le réceptacle de ça, quoi. Et du coup, c'est pas toujours facile pour eux de voir ce qu'ils pourraient aménager parce qu'ils ne sont pas aussi toujours pris au sérieux ou voilà, on pense que le problème vient d'eux. Absolument. On termine par un dernier stéréotype. Les femmes autistes s'identifient plus rarement au genre qui leur a été assigné à la naissance. Vrai, faux ou ça dépend? Alors, c'est plutôt vrai de ce qu'on retrouve dans les études. Après, je crois que c'est pas non plus forcément qu'elles s'identifient à un autre genre. Ça peut arriver, hein, bien sûr. Il y a des personnes autistes et transgenres, mais il y a aussi beaucoup, je pense, une indifférence aux normes de genre et à cette notion de genre chez les personnes autistes où c'est pas forcément quelque chose qui les préoccupe et qui trouvent pertinent en fait pour leur identité. Mais il peut y avoir des personnes, voilà, autistes et transgenres, donc pour qui cette notion de genre est plus importante et qui vont avoir besoin, par exemple, de transitionner. Des personnes autistes et cisgenres, donc qui se reconnaissent dans leur genre. Et puis je pense qu'il y a une majorité, même si j'ai pas de chiffres exacts et c'est difficile à évaluer, mais qui ne se reconnaissent peut-être dans aucun des deux genres, enfin, et au-delà de ça, qui se préoccupent pas de ces questions. Véronique Baraton, les femmes que vous accompagnez vous rapportent-elles que les difficultés qui étaient les leurs présentes dès l'enfance n'ont pas été suffisamment prises en compte? Oui, c'est ça. Alors, des fois, il y a des femmes qui vont me dire « Mais moi, je comprends pas. Pourtant, j'ai vu des médecins, j'ai vu des psychologues, j'ai vu des amis, j'ai vu des professeurs. Comment on a fait pour rien voir ?» Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Il y a des jeunes femmes, adolescentes, des petites filles qui vont dire voilà, moi j'en peux plus, je fais des cauchemars, j'arrive pas à me concentrer en classe, je suis extrêmement stressée, je veux pas aller dans la cour de récré, je me mets la main sur les oreilles quand il y a la cloche qui sonne, plein de petites choses comme ça. Je sais pas comment c'est possible, mais ça passe à la trappe. Il va y avoir des fois des difficultés, des symptômes précoces qui sont importants. On peut parler de formes de dépression des fois chez des petites filles de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et ça va être exponentiel à l'adolescence où il va y avoir des fois des jeunes filles qui vont rechercher un peu des médicaments, manger des Doliprane pour essayer de se calmer, avoir ce qu'elles ont sous la main. Donc là, il y a un très, très gros risque. Et pourtant, des fois, alors... Il y a les jeunes filles, les jeunes femmes qui le disent et qui ne se sentent pas du tout vues, qui ne se sentent pas entendues, et aussi toutes les personnes qui ne disent pas.
Donc oui, les personnes ne comprennent pas en fait comment ça n'a pas pu se voir. Et là, je pense qu'on peut souligner malheureusement le manque de formation des professionnels, mais pas que les professionnels de santé. Le repérage à l'école, il est extrêmement important. Il serait hyper bénéfique. Ça peut être depuis de première ligne, depuis la crèche, la petite école, la grande école. Et on ne demande même pas d'avoir des psychologues scolaires ou des infirmiers scolaires parce qu'on sait que ce n'est pas toujours possible. Mais c'est les professeurs qui voient que la petite fille, elle est en boule dans un coin, qu'elle pleure parce qu'elle doit aller à la cantine, parce qu'elle doit aller à la piscine. Elle préfère se casser une jambe plutôt que d'aller à la piscine, qu'elle loupe les cours, qu'elle s'endort à tous les cours. C'est pas normal. S'il y a quelque chose, il faut pouvoir creuser à ce moment-là. C'est même pire que ça parfois, c'est que nous, en tant que parents, on va vers les enseignants en leur disant « il y a un problème, depuis que ma fille est scolarisée, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et c'est complètement nié par les enseignants parce que, non, elle travaille bien, ok, elle est toute seule dans la cour, elle est timide. On va prendre des gros clichés exactement. Une petite fille, c'est normal, elle est timide. Une petite fille, c'est normal, elle préfère jouer avec son petit Scooby-Doo dans son sac. Et il y a aussi, ce côté, un petit garçon qui ferait ça, ce serait un peu bizarre. Tiens, il veut pas jouer au foot, il se met tout seul dans son coin. Un petit garçon qui pleure, franchement, une petite fille qui pleure, qui joue toute seule, qui demande sa maman, qui veut rentrer chez elle, et c'est une petite fille, quoi. Enfin, non. Tous les symptômes devraient demander une exploration. Peut-être que des fois, il n'y a rien et qu'il y a juste une passade, mais peut-être qu'il y a réellement quelque chose. Et voilà. Et si derrière, en plus, les parents sont là, les parents sont vraiment, vraiment, vraiment hyper... c'est la clé, quoi, pour essayer de comprendre les enfants. Faites confiance aux parents, faites confiance aux mamans, faites confiance à ces personnes qui font partie de leur quotidien et qui les connaissent, et pour trouver des solutions ensemble. Et formez-vous. Un message d'espoir peut-être personnel. Ma fille a été mise sous anxiolytiques et antidépresseurs à l'âge de 7 ans, n'a reçu son diagnostic qu'à l'âge de 14 ans, elle en a maintenant 17, et tout va mieux depuis le diagnostic, en fait. Tout va mieux. Il y a plein de choses qui s'expliquent et pour lesquelles on ne trouvait absolument pas de réponse. Auparavant, elle a fait la ronde des spécialistes de 6 à 14 ans, jusqu'à ce que quelqu'un s'aperçoive que toutes ces comorbidités n'étaient justement que des comorbidités de quelque chose de plus profond qui était l'autisme et qui permettait de la comprendre de façon beaucoup plus fine. Et grâce à ce diagnostic, depuis maintenant 3 ans du coup, elle va beaucoup mieux. Donc voilà, elle a vécu une adolescence un petit peu plus apaisée aussi grâce à ce diagnostic. Si on pouvait apporter cette chance à d'autres petites filles, petits garçons aussi, faites-le parce que ça peut changer la vie. Ouais. Adeline Lacroix, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par le mot camouflage et nous dire en quoi il est pertinent pour penser cette différence de genre dans l'autisme ? Enfin, quelles sont les conséquences négatives que ce camouflage peut avoir sur la santé des femmes ? Le camouflage, c'est une notion assez récente qui recouvre en fait toutes les stratégies que les personnes autistes, quand on parle de camouflage chez les personnes autistes, donc des stratégies que les personnes autistes peuvent mettre en œuvre pour dissimuler leur autisme en contexte social, donc qui va de masquer en fait certaines particularités autistiques. Si on fait, je sais pas, des stéréotypies avec les jambes, les bras, on va essayer de pas les montrer, essayer d'apprendre des scripts sociaux, essayer d'apprendre des bouts de conversation pour pouvoir en fait s'en sortir en situation sociale. Donc ça existe chez les personnes autistes, ça existe aussi chez les personnes non autistes. Il y a toujours un petit peu, je pense, un jeu dans la vie sociale. Et après, donc effectivement, on peut le retrouver particulièrement chez les femmes, selon certaines études, même si on peut, il y a toujours en fait cette difficulté à dire est-ce qu'il est plus présent chez les femmes ou est-ce que les femmes ont des aptitudes un petit peu différentes à la base qui font que elles vont être plus à même de camoufler parce que les aptitudes socio-communicationnelles sont un petit peu différentes aussi de base. Parce que moi, dans des études que j'ai faites, j'ai pu mettre en avant comme ça qu'il y avait vraiment des différences, par exemple même sur le traitement des visages, dans la réponse cérébrale entre hommes et femmes autistes. Donc après c'est toujours difficile de savoir à partir de quand ces différences se sont créées. Est-ce qu'elles étaient là déjà très précocement? Mais en tout cas il y a des différences des fois qui s'observent de manière très précoce. Donc voilà. Mais en tout cas
il y a un camouflage qui existe de manière importante chez les femmes autistes et qui leur permet de s'intégrer et qui à la fois générer un épuisement parce que toujours jouer un rôle c'est épuisant et ce qui peut conduire de nouveau à des problèmes comme burn-out, dépression, troubles associés divers et variés. C'est ça. Ce concept parle à plein de monde, il parle facilement à plein de monde, mais il a forcément des limites et certains chercheurs et chercheuses lui préfèrent le mot de compensation ou adaptation. Pourquoi, selon vous, et quelles sont les limites de ce concept de camouflage? Alors, une des limites qui a été pas mal reprise par certains chercheurs, c'est surtout que son opérationnalisation, elle est difficile parce qu'en fait, ça a été opérationnalisé comme étant une sorte de différence entre ce qui peut être observé et ce que ressent la personne. Mais le ressenti d'une personne est très subjectif, donc on n'a pas de mesure objective du camouflage. Donc ça, dans un sens, ça fait sens malgré tout d'avoir une mesure du ressenti, hein, c'est valable, mais on n'a pas de choses objectives. Alors que la compensation, c'est quelque chose qui vient notamment de la compensation, par exemple, neuronale, où là, c'est quelque chose qu'on peut observer objectivement. Par exemple, des aires qui sont réappropriées quand, par exemple, on a une cécité, quelle qu'elle soit, une cécité visuelle, on va se réapproprier des aires pour compenser certaines choses. Donc, qui n'existent pas que dans l'autisme, mais voilà, peut-être que c'est aussi pour ça qu'on préfère la notion de compensation et que le camouflage peut parfois mener un peu à des discussions, même si je pense c'est pertinent en tout cas de l'étudier, mais c'est une notion qui mériterait d'être mieux circonscrite. Donc Véronique Baraton, en tant que père aidante, avez-vous relevé certains de ces mécanismes de camouflage ou de compensation chez les personnes que vous accompagnez? Et surtout, quelles conséquences positives et négatives cela vous semble-t-il avoir? Alors ouais, la compensation, on la retrouve beaucoup, des fois même à un âge avancé. Il y a des femmes qui sont diagnostiquées après 30, 40, 50 ans, des fois 60 ans. Et du coup, respect parce qu'elles ont réussi à rester en vie jusqu'à cet âge-là, alors au prix de choses absolument des fois incroyables et extrêmement douloureuses. Mais du coup, la compensation, elle est là. Et il va y avoir aussi du coup le phénomène de décompensation, c'est-à-dire que alors ça, c'est quelque chose que je retrouve tout le temps, mais pourquoi est-ce que, donc c'est ce qu'on me dit, hein, pourquoi est-ce que je vais moins bien là d'un coup depuis que j'ai mon diagnostic, alors que ça devrait m'aider? Et donc pour toutes les personnes qui me connaissent, je parle souvent d'une théorie que j'appelle la théorie des petites chaussures, que j'utilise en pérédance, mais c'est comme si toute ta vie, on t'avait demandé de marcher avec du 36 parce qu'on t'a dit que tu faisais du 36. Un jour, tu découvres que tu fais du 40, donc tu trouves la bonne paire de chaussures à ta taille, mais le temps que tes pieds reprennent de la place, se développent, refassent leur musculature, etc., ça fait hyper mal. Et c'est après que ça va mieux. Et donc, en fait, on peut compenser parce que oui, on peut marcher avec du 36, on aura juste mal aux pieds, on aura juste les orteils déformés, on aura juste des douleurs abominables, mais on peut le faire. Et si on nous apprend qu'on peut le faire, on continue, quoi. Donc ce phénomène de compensation, il est là, il est grave. Il y a des personnes qui ne s'en sortent pas parce qu'elles ont tellement mal que malheureusement, elles mettent fin à leur jour. C'est triste, mais je pense qu'il faut le dire. Et puis il y a les personnes qui veulent à tout prix essayer de comprendre pourquoi ça fait mal et que non, c'est pas normal. Après, voilà, le phénomène positif dans la compensation, on va dire, c'est parce que des fois, en étant protégé avec des phénomènes de compensation qui vont être positifs. Ça peut être l'entourage, ça peut être essayer d'imiter une personne qui nous correspond, etc. Ça peut aider parce qu'il y a des apprentissages qui nous permettent de tenir. J'appelle ça un peu la tenue de cosmonaute. Si on connaît notre tenue de cosmonaute, ça va nous permettre de faire des choses. Alors, ça va pas être forcément plus facile, ça va pas forcément être moins coûteux. On va quand même être fatigué, mais on va pouvoir les faire. Donc, c'est vraiment trouver un ajustement entre je mets ma tenue de cosmonaute, mais là, j'en suis consciente. Mais attention, quand je veux l'enlever et être moi-même, qu'on ne vienne pas m'embêter et me demander des choses que je ne peux pas faire. Donc voilà, trouver le réajustement entre compensation, surcompensation, et aide d'un certain camouflage s'il est bien dosé. Et respect de soi, du coup, ouais. Comme on le disait tout à l'heure. On va passer à la dernière partie, la partie conseil et prévention. Adeline Lacroix, qu'est-ce qui pourrait aider les praticiens, ou en tout cas ceux qui les observent, à mieux identifier les femmes autistes, de la petite fille à l'âge adulte?
Oui, alors ça, c'est des questions pour moi difficiles parce que je ne suis pas clinicienne. Donc, moi, je pense que voilà, après, les bonnes pratiques, c'est toujours parce que c'est, en fait, le diagnostic, par exemple, à l'âge adulte est très complexe parce qu'il peut y avoir des comorbidités et parce que il peut y avoir d'autres troubles qui ont des caractéristiques qui sont proches de l'autisme et qui ne sont pas de l'autisme et on peut confondre. Donc, c'est important d'avoir un bon diagnostic différentiel de la même manière qu'on peut prendre ces autres troubles. Alors, on peut prendre l'autisme pour ces autres troubles et on peut prendre ces autres troubles pour de l'autisme. Donc, il y a vraiment les deux cas. Et puis, des fois, ces autres troubles peuvent être associés. Mais par exemple, voilà, on parlait des agressions tout à l'heure. Ça peut générer des traumas. Ces traumas peuvent induire des symptômes parfois un peu autistiques. En même temps, les femmes autistes sont plus sujettes à ces agressions, donc peut-être à avoir des traumas. Donc, il y a à la fois un recouvrement et un diagnostic différentiel à faire. Donc, pour aider au diagnostic, ce qui est important, c'est de pouvoir donc déjà avoir vu beaucoup de personnes autistes, mais dans tout le spectre. C'est important, je pense, de voir justement des autistes, comme le dit Motron, très prototypiques pour avoir parce que on peut retrouver ensuite à partir de ces personnes prototypiques chez des adultes, voilà, des signes qui restent très classiques, même si ces adultes compensent relativement bien. Moi, je sais que la psychologue que j'avais vue au départ travaillait quand même, avait pas travaillé. J'étais la première adulte qu'elle voyait, donc elle travaillait beaucoup avec des enfants et très typique. Donc, et je pense que ça, c'est important. Et après, c'est important, notamment chez l'adulte, mais tout le temps, d'avoir de multiples sources d'observation. Donc, il y a l'observation réelle, il y a ce que dit la personne, qui est important à prendre en compte. Il y a ce que dit l'entourage aussi, parce que l'entourage peut percevoir des choses. C'est très important, l'entourage, même si des fois c'est difficile dans certains cas où la personne elle a plus ses parents pour diverses raisons, mais c'est quand même très important d'avoir un retour des parents qui connaissaient la personne dans l'enfance pour pouvoir apporter des éléments sur la petite enfance, parce que l'autisme, ça reste quelque chose de développemental. Les signes sont caractéristiques dans l'enfance et ils s'observent quand même généralement bien vers 4-5 ans, même si les parents n'ont pas tout vu. Moi, je sais que ma maman, il y a plein de choses qu'elle n'a pas forcément vues, mais finalement, en parlant de choses annexes, le clinicien a dit, ah oui, mais ça, quand même, enfin, comme les troubles du sommeil, comme les troubles de l'alimentation, comme voilà des choses voilà où je des fois à être loin de chez eux, comme les problèmes émotionnels, comme donc il y a plusieurs choses qui ont pu mettre quand même sur la piste, même si c'était il y a longtemps, même si elle voyait pas forcément les difficultés sociales ou ce genre de choses. Donc c'est important, voilà, de multiplier les observations Et de faire une véritable enquête. de bien connaître à la fois, voilà, et de bien connaître aussi tous les autres diagnostics possibles pour faire un bon diagnostic différentiel aussi. Adeline Lacroix, la vie affective et sexuelle est parfois compliquée pour les personnes autistes. Est-ce que les femmes autistes ont une appétence plus développée pour une vie de couple et de famille que leur père masculin ? Alors, je sais pas si on a des chiffres là-dessus, mais je suis pas sûre. Le fait est que non, les hommes autistes en général beaucoup d'appétence aussi pour ça, mais ont plus de difficultés, je pense, à avoir cette vie de couple et affective et sexuelle, en raison du fait que je pense dans notre société, c'est encore beaucoup les hommes qui vont un peu plus vers les femmes. Et si l'homme s'approche maladroitement d'une femme pour lui faire des avances, la femme, elle risque de prendre peur. Alors que si la femme, on lui fait des avances et qu'elle répond plus ou moins maladroitement, mais que voilà, les hommes parfois ils s'en fichent un petit peu et ils vont, je pense, avoir beaucoup plus de facilité, enfin les hommes non autistes à aller à être avec une femme autiste, mais que les hommes autistes vont avoir du coup plus de mal à créer une relation. Donc c'est, je pense, plus dans ce sens-là que il y a plus de femmes autistes qui vont être en couple que d'hommes autistes. À titre indicatif,
Une étude sur les trentenaires sans déficience intellectuelle rapporte une relation de couple chez 46% des femmes autistes contre 79% des femmes contrôle. D'après cette étude, c'est seulement le cas de 18% des hommes autistes. C'est ça, et du coup, le fait qu'elles soient préférentiellement ou tendanciellement plus en couple que les hommes autistes, est-ce que ça peut participer du fait qu'elles sont moins repérables aussi une fois dans un couple? Oui, je pense que c'est aussi quelque chose ça correspond à une certaine normalité en fait, le couple. Donc on se dit cette personne, bon, elle a un travail, elle a des enfants, elle est en couple, bon, ça va. C'est ça, c'est comme la petite fille qui joue tranquillement Voilà, et qu'on voit c'est 10 ça. minutes. Ouais. Du coup, moi, j'aurais envie de vous demander, Adeline Lacroix, quels sont les points de vigilance sur lesquels vous insisteriez pour pouvoir accompagner la transition vers l'âge adulte d'une jeune fille autiste, du point de vue de sa vie sexuelle et affective? Oui, alors ça, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que c'est très important en fait de pouvoir former, enfin accompagner la jeune fille sur la notion d'intimité de son corps, de la notion de consentement, sur comment se passent les relations, quels sont les indices qui peuvent nous montrer qu'une relation ne va pas bien, est-ce que les personnes ont le droit de faire ou pas le droit de faire avec nous, même si ça, je pense que globalement, c'est quand même compliqué pour beaucoup de personnes parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations, même des femmes non autistes qui se retrouvent dans des situations où elles se sont fait enfin, quand on a quelqu'un de malveillant et très manipulateur en face, je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut être difficile à déceler. Après, c'est quand même important justement de mettre en avant que ces situations peuvent arriver et en particulier chez les femmes autistes qui, elles, ont quand même plus de difficultés à décoder ce type de situation. Voilà, on a besoin aussi de conseils. Donc, Adeline Lacroix, est-ce que vous pourriez nous donner, en tant que chercheuse, mais aussi en tant que personne concernée, un ou deux conseils aux cliniciens et cliniciennes qui pourraient nous écouter pour mieux repérer l'autisme chez les femmes? Et parallèlement, quels changements dans la formation des médecins et dans l'élaboration des supports de diagnostic pourraient éventuellement améliorer la situation actuelle en France? Alors, pour mieux repérer l'autisme chez les femmes, là, pareil, je pense qu'un clinicien serait plus à même de répondre. Mais moi, je dirais qu'il faut surtout, un peu comme le disait Sylvain Lénier aussi là, lorsqu'il témoigne dans mon livre, c'est quand même aller un peu chercher les informations, en fait, ne pas se fier juste aux apparences qui peuvent être parfois trompeuses, mais aller un petit peu à la pêche aux informations, demander des exemples précis, parce que ça aussi, je pense que c'est important. Des fois, il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans l'autisme et qui finalement, peuvent avoir des très hauts scores sur des autoquestionnaires, tout ça, mais peut-être parce qu'elles se sont un peu identifiées dans ce diagnostic. Mais en fait, chez les personnes autistes, je pense que il y aura toujours des exemples précis sur chaque item et c'est important d'aller chercher ces exemples parce que je pense que c'est dans ces exemples un peu caractéristiques qu'on va trouver vraiment les caractéristiques de l'autisme. Donc voilà. Puis après, bien sûr, pouvoir. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pas répéter ce que j'ai dit avant. Et puis sur la formation, juste effectivement, je pense que déjà il faudrait bien davantage de formation sur l'autisme et avoir des supports de formation actualisés parce que notamment dans la formation des fois des médecins mais des psychologues c'est quand même pas actualisé et puis c'est très bref quoi. Hein. Des fois il y a 2 heures de formation sur l'autisme. Alors même si c'est à peu près à jour, on connaît pas grand-chose de l'autisme en 2 heures peut-être. Moi, ce qui m'a marqué aussi, l'an dernier, on a pu assister au colloque du GNCRA à Lyon, c'est qu'en fait, les professionnels qui viennent dans ce genre de colloque, c'est les professionnels qui ont déjà un intérêt pour l'autisme et qui connaissent déjà en partie le phénomène. Et du coup, voilà, c'est comment arriver à aborder les professionnels qui ne connaissent pas du tout l'autisme. Oui, c'est pour ça que je pense que c'est en formation initiale qu'il faut l'aborder de manière un peu plus soutenue, quoi, et scientifique. Véronique Baraton, de votre côté, et du point de vue de la péridonte que vous êtes, quels conseils pourriez-vous donner à nos auditrices pour aborder
au plus juste l'autisme chez les femmes? Alors déjà, même si ce dont on parle est peut-être un peu négatif, peut-être un peu lourd, déjà, garder de la force, garder de la positivité parce qu'on peut y arriver, on peut s'en sortir, notamment avec voilà, des podcasts faits comme ça. Merci Pascal de l'avoir créé, ça permet de trouver des solutions, d'écouter. Donc voilà, trouver des solutions. Même si la souffrance, elle est hyper présente, hyper difficile. Moi, en tant que femme, je vais beaucoup mieux. J'ai trouvé des solutions. J'ai trouvé beaucoup d'entourage qui m'aide. Je sais repérer aujourd'hui. Et du coup, le conseil que je donnerais, c'est ensemble, on va essayer d'apprendre, de repérer, de savoir pour pouvoir se protéger. Se protéger d'avant, couper des fois avec avant, parce que ça demande de couper avec des personnes, de couper avec de la famille. Quand on a appris à être dans un entourage qui peut être toxique, il faut savoir tourner la page. Ça prend du temps, ça s'apprend. Et vraiment apprendre comment on le fera en psychoéducation, mais son mode d'emploi. Je suis une femme, donc déjà, est-ce que je dois fonctionner comme toutes les femmes? Pas forcément. Je suis une personne, je suis moi. Que toutes les femmes aient ça en tête, qu'elles sont d'abord une personne, un corps, qu'elle s'identifie après plus comme étant une femme, étant un homme, étant un renard, étant un arbre, c'est propre à chacun. Mais d'abord que la personne se connaisse, sache ce qui lui fait plaisir, sache ce qui, au contraire, là où elle doit faire stop. Et qu'ensuite, avec l'aide de son diagnostic, petit à petit, qu'elle apprenne à être juste elle, à être bien, à être pas bien, à dire merde à ceux avec qui elle veut plus être et à s'autoriser à faire des choses qui lui plaisent, quoi. Avant de vous laisser, Audrey aimerait partager un message aux parents. Je voudrais partager un peu de mon expérience de vie avec vous. Les 6 ans d'errance diagnostique avant de poser un nom sur l'autisme de ma fille ont été une terrible épreuve. Lorsqu'il vous semble que votre petite fille est différente, qu'elle rencontre des difficultés, ne vous laissez pas arrêter par des « elle est timide, ça passera en grandissant » ou des « mais non, elle peut pas être autiste, elle a une copine et elle joue à des jeux d'imitation. Et en plus, elle regarde dans les yeux. » Même si ces phrases émanent de médecins, d'enseignants ou de psychologues. Écoutez votre instinct, ne lâchez pas et trouvez le professionnel qui saura enfin comprendre votre enfant et l'aider. Voilà cet épisode Être femme et autiste terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous regarderez la question de l'autisme chez les femmes d'un œil neuf et surtout beaucoup mieux informé. Favoriser l'accès aux droits des femmes autistes passe probablement par un diagnostic plus précoce. La prévention des violences affectives et sexuelles faites aux femmes sûrement aussi, à bon entendeur. On vous donne rendez-vous dans quelques temps pour un prochain épisode, soyez au rendez-vous. Merci particulier à nos 2 intervenantes, Adeline Lacroix, chercheuse, et à Véronique Baraton, père aidante dans l'unité TS2A. Un grand merci à Amandine Roche et aussi à Audrey Besse pour sa compagnie dans cet épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans le questionnaire accessible depuis le site du Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale ou sur les réseaux sociaux. Troubles dans le spectre est un podcast produit par le Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale, le Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes et le dispositif ZEST. Il est soutenu par l'unité TS2A, iMind, la Fondation de France et par le Groupement National des CRA. Cet épisode a été écrit par Audrey Besse, Pascal Bélan-Caponel et toute l'équipe de Troubles dans le spectre. Mixage et réalisation, Enzo Moscatelli. Musique, Phil France. Bravo d'avoir écouté les crédits jusqu'au bout. Alors pour vous récompenser, un petit bonus spécialement concocté pour vous. J'ai demandé à Adeline Lacroix, pour conclure notre entretien, quelle était la question qu'on ne lui a jamais posée. Alors, c'est vrai que c'est pas une question qu'on ne m'a jamais posée, mais l'autre jour, lors d'une interview, on m'avait posé la question sur quelles seraient les priorités à faire, enfin, les priorités pour l'autisme à l'heure actuelle. Et j'avais parlé d'inclusion notamment et ce genre de choses. Et j'avais regretté de ne pas avoir donné une réponse qui me semble essentielle, c'est de se préoccuper des personnes autistes qui n'ont pas de solution, parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants notamment, mais aussi d'adultes du coup, parce que les enfants deviennent adultes,
qui n'ont pas de solution, à qui en fait qui ont des difficultés si énormes, des problèmes de comportement aussi si importants que personne ne veut d'eux et les parents sont seuls, sans aide. Je trouve ça quand même insensé en fait que dans une société dite évoluée, on ne puisse pas avoir les moyens d'offrir une vie digne à tout le monde et de ne pas offrir d'aide aux personnes qui sont en réalité les plus en difficulté. Donc ça, je trouve ça vraiment absolument dramatique. Et il faut absolument faire quelque chose pour ça, quoi. Et là, la situation ne change pas, hein. Moi, j'ai eu l'autre jour une femme au téléphone qui me racontait, donc elle était en plus déficiente visuelle. Ben voilà, son fils autiste est pris en charge nulle part et elle doit s'occuper de son fils en plus de elle ses problèmes. C'est quand même compliqué. Alors elle prenait quand même les choses positivement, mais elle disait ben voilà, personne ne veut de nous, quoi. Il y avait juste un endroit où il y avait un peu d'équithérapie où c'était possible de faire ça, mais sinon c'est compliqué. Et dans les transports c'est compliqué et le regard en plus c'est compliqué parce que les gens autour ne comprennent pas. Ils ne voient pas quand ils voient un enfant qui a des gros troubles de comportement, de nouveau ils vont se dire ah bah il manque d'éducation sans connaître absolument ce que peut recouvrir l'autisme et les problèmes que peuvent, les difficultés que peuvent avoir certains enfants et certaines personnes autistes. Et donc voilà, non seulement il n'y a pas d'aide, mais en plus il y a du jugement et c'est des personnes qui sont abandonnées et on peut retrouver voilà des situations dramatiques de suicide, d'homicide et je pense qu'il faut à tout prix faire quelque chose pour ça, quoi. On a une idée sur les 700 000 autistes que comporte la France, du nombre ou de la proportion de ces autistes que vous appelez sans solution? Je ne sais absolument pas, mais hier, je crois que lors du Café Science, alors je ne sais pas d'où sort le chiffre, du coup je ne peux pas vous dire si c'est juste ou pas, mais quelqu'un me disait que dans la région d'Isère, il y avait environ 600 jeunes comme ça, alors avec des troubles importants. Alors, est-ce que c'était que des personnes autistes ou des troubles, des handicaps sévères en tout cas, mais qui n'avaient pas de solution, quoi, qui attendaient des orientations, des choses et à qui on ne proposait rien. Alors, si c'est 600 en Isère, je trouve ça déjà vraiment énorme et on peut imaginer ce que ça peut être à l'échelle de la France, quoi. Mais je sais pas d'où venait le chiffre, donc de nouveau, voilà. Mais quoi qu'il en soit, même si c'était juste ça serait déjà pas normal. Mais là, il y en a pas que ça, qu'il y en a beaucoup, et c'est vraiment, faut absolument faire quelque chose.